Bonjour à tous, bienvenue au webinaire numéro 16 de Deltamu, incertitude de mesure et risques, les prises de décision et leur fiabilité. Donc il est prévu le webinaire de 10h30 à 11h30. Pour le moment, on a 48 personnes de connectées, on peut peut-être attendre 30 secondes, une minute, pour voir s'il y a plus de gens qui se connectent. Et du coup, après, je laisserai la main à Jean-Michel déjà au départ, et Christophe Dubois qui sont les animateurs. Bonjour. Merci Dimitri, et bonjour à tout le monde. Merci d'être présent. Effectivement, on va laisser comme d'habitude 1 ou 2 minutes pour que les derniers se connectent. Une petite précision pour ceux qui ont l'habitude de nos webinaires, ils savent comment nous procédons. Pour ceux qui n'auront encore pas participé, nous essayons de répondre systématiquement aux questions du chat au cours du webinaire, mais parfois c'est compliqué et du coup nous écrivons un article sur notre blog smartmetrology.com pour reprendre les questions, la totalité des questions, et notamment celles auxquelles on n'a pas répondu à l'oral. C'est un article qui est publié dans les jours qui suivent le webinaire, sachant que le webinaire lui-même est publié sur notre chaîne YouTube en replay, normalement assez rapidement maintenant, on a l'habitude, donc entre demain et après-demain, il sera mis en ligne. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, et si jamais nous ne répondons pas dans la séance en live, vous aurez les réponses à l'écrit sur notre blog. Ok, alors je pense que vous pouvez commencer, hein. Il n'y a pas de participants supplémentaires. Les retardataires, nous récupérerons. Oui, et puis on va dire 2 mots de présentation de Deltamu comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Christophe, si tu veux. Je te laisse la main sur la présentation de Deltamu. Voilà, donc on va aller très très vite. Deltamu existe depuis 98. Donc les supports de ce webinaire vous seront envoyés en tant que participants, même aux inscrits. Donc vous retrouverez tout ça dans le détail. Quelques chiffres sur nous et puis un petit peu de notre trajectoire. En 98, on était 2. Aujourd'hui, on est un peu plus pas loin de 25 si on compte notre petite filiale en Italie. Et comme vous le voyez sur la frise temporelle en bas, on a fait un certain nombre de choses. Ceux qui nous connaissent nous savent très investis dans la métrologie, dans l'évolution. On est à l'origine de pas mal de normes et pas mal de guides du Collège français de métrologie. On a notamment à notre actif la norme sur les périodicités d'étalonnage, la FDX 07014, qui est sortie en 2006. On a aussi beaucoup contribué à la FDX 07039, dont on va parler aujourd'hui, et qui est en fait un fascicule de documentation qui explique, qui essaie de rendre concret le document de référence dont nous allons traiter aujourd'hui, à savoir la norme ISO Guide 98-4, qui est une copie intégrale d'un document du BIPM sur la prise en compte des incertitudes de mesure dans la définition des risques, avec une vision très innovante. Donc ce document est paru en 2012. On travaille dessus depuis cette époque-là, avec une approche vraiment innovante dont on va vous parler, qui est une approche bayésienne. Voilà. Bon, on a fait un certain nombre de choses. Je vous laisserai découvrir sur le document qu'on va vous envoyer. Si Christophe, tu peux passer au slide suivant pour préciser nos actions et nos différentes... Non, on revient en arrière, s'il te plaît. Et nos différents investissements actuels. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup à la fois sur la partie normalisation, comme toujours. On anime notamment le groupe de révision internationale de la norme ISO 10012. Donc la norme ISO 10012, c'est la norme qui traite de la métrologie dans l'entreprise. C'est un peu l'ISO 17025, mais des industriels. L'ISO 17025, c'est des laboratoires de mesures contrôlées essais. Et l'ISO 10012, ça a pour vocation de décrire ce qu'est une fonction métrologie dans une entreprise industrielle au XXIe siècle, puisqu'on révise la norme pour ça et on intègre dedans des éléments évidemment de ce qu'on appelle l'industrie 4.0. On est aussi et de plus en plus impliqué dans la formation des jeunes, notamment à travers la co-construction d'un master spécialisé data science pour l'ingénierie avec l'école Sigma de Clermont-Ferrand, mais aussi avec le nouveau programme du BTS métier de la mesure, et on est aussi également très impliqué avec les IUT, notamment l'IUT de Clermont. Voilà. On va annoncer des choses normalement d'ici fin d'année sur ce que signifie cette implication de Deltamu dans le monde de la formation, à la fois formation initiale, des pré-bac jusqu'à bac plus 5, mais également dans le cadre de la formation continue, on est en train de faire un gros travail
sur ces sujets-là en ce moment. Et pour finir sur la présentation de Delta Mu, sur un dernier slide, nos principales prestations, puisque tout le monde ne sait pas ce qu'on fait, on est effectivement beaucoup connu et reconnu sur le marché pour notre logiciel Optimu, qui est à la fois un logiciel de gestion de parc d'instruments de mesure, on va dire, traditionnel, mais qui est aussi un outil qui est utilisé dans les laboratoires d'étalonnage. On a une grosse interface, un gros module pour réaliser les étalonnages, à la fois pour des prestations internes, mais aussi dans le cadre de laboratoires accrédités, puisqu'on équipe plus d'une vingtaine de laboratoires accrédités avec notre logiciel Optimu. Sachant que dans notre module de gestion de parc, on a intégré les méthodes dont nous sommes à l'origine sur l'optimisation des périodicités, donc les méthodes qui sont décrites dans le FDX 07014. On a également une grosse activité en formation, donc là je vous ai parlé rapidement de nos investissements dans la formation, on va dire, institutionnelle, dans la formation initiale, mais on fait aussi beaucoup de formations en métrologie générale, que ce soit la vulgarisation, sensibilisation, donc des niveaux débutants, on va dire, jusqu'à des niveaux d'excellence, où on peut aller très loin dans les explications un petit peu complexes de toutes les évolutions et de toutes les normes, dont le 98-4, par exemple, et vous allez voir qu'elle est innovante et elle apporte des choses qui peuvent être un petit peu compliquées de premier abord. Donc, nous savons accompagner les gens dans l'acquisition de compétences sur ces sujets-là. Et nous réalisons aussi pour le compte de nos clients, alors non pas des étalonnages en direct, on ne fait pas d'étalonnage directement, on sous-traite, on a un réseau de partenaires, notamment les laboratoires qui sont équipés avec notre logiciel, mais on les accompagne aussi dans la partie optimisation du parc, donc mise en œuvre des stratégies à la fois de périodicité et de surveillance, mais on accompagne aussi pas mal d'entreprises dans des évaluations d'incertitude un peu complexes, voilà, ou dans l'organisation de comparaisons interlaboratoires. Donc on est un peu des généralistes de la métrologie au sens maîtrise des mesures et non pas au sens étalonnage, puisque nous-mêmes, nous ne faisons pas d'étalonnage. Voilà, Christophe, je te laisse la parole. J'espère que je n'ai pas été trop long et je te laisse rentrer dans le vif du sujet. Ok, ben, impeccable. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pendant cette heure, ensemble, voilà les choses que j'aimerais voir avec vous. D'abord, un petit rappel de la problématique autour de cette 98-4. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une mesure, le risque amené par la mesure. Ensuite, on verra rapidement l'impact que ça peut avoir sur le monde industriel à l'heure actuelle. Est-ce qu'on la prend en compte? Si on ne la prend pas en compte, qu'est-ce que ça a comme impact? Et enfin, la présentation de la nouveauté qu'apporte la 98-4 dans la modélisation de la mesure. Et on terminera par une approche utilisant les principes de la 98-4 pour améliorer, pour raffiner les résultats de mesure. Donc, je vais d'abord commencer par le B à bas, c'est-à-dire quelle est la problématique? La première problématique, c'est que les mesures sont imparfaites. Voilà, les mesures sont imparfaites. Pardon. Les mesures sont imparfaites au niveau qualitatif. On aime le modéliser par les 5M, c'est-à-dire que quand on répète des mesures, on aimerait bien avoir plusieurs fois le même résultat, mais malheureusement, on n'est pas capable de maîtriser totalement tous les paramètres autour de la mesure. Et l'ensemble de ces paramètres, on va les résumer en 5 paramètres principaux, les 5M. Donc ça, c'est une explication, on va dire, qualitative de pourquoi j'ai une incertitude de mesure, parce que je ne suis pas capable de maîtriser parfaitement tous les facteurs. Je fais au mieux, mais il en reste. Qualitativement, comment je vais représenter le fait que mes mesures sont imparfaites? Alors, il y a différentes représentations. La représentation la plus pratique, la plus intuitive, la plus facilement utilisable directement comme compétence métier, c'est un intervalle. On aime bien dire, voilà, mon résultat de mesure, il vaut tant, et je sais que mon incertitude, elle est de plus ou moins 0,3 autour de ce résultat. Donc, on aime bien représenter l'incertitude de mesure par un intervalle. On verra plus tard qu'il y a différentes manières de représenter cette dispersion de l'incertitude de mesure et on verra les avantages, les inconvénients de ces différentes représentations. Donc, je repars sur cette représentation de l'intervalle pour l'incertitude de mesure. À quoi ça va nous servir d'avoir cette notion d'incertitude de mesure pour l'industriel? L'incertitude de mesure, elle va nous servir à prendre des décisions par rapport à un résultat de mesure. On vient de voir que le résultat de mesure, il était imparfait. Comme il est imparfait, ma valeur vraie, j'aimerais savoir où elle est, mais elle est où autour de ce résultat de mesure? Et on a l'habitude de représenter la mesure, le résultat de mesure et l'intervalle dans lequel pourrait se situer cette valeur vraie.
avec pour objectif 2 utilisations. Je vais commencer par, on va dire, celle de droite. L'utilisation pour, on va dire, comparer des résultats. Par exemple, je produis des tiges de métal qui doivent être très solides, et puis je fais des tests d'arrachement de ces tiges de métal. Donc, j'ai 2 formulations, la formulation 1 et la formulation 2, et j'aimerais savoir dans mes formulations laquelle est la meilleure. Je fais mes essais, j'obtiens un premier résultat sur la formulation 1, un deuxième résultat sur la formulation 2, et je me dis, ah, l'équipement 1, il est beaucoup plus performant que l'équipement 2, puisque j'ai un résultat qui est supérieur. Alors, l'incertitude de mesure vous permet de définir la fiabilité de votre résultat. Ce que vous voyez, ce n'est pas la valeur vraie, c'est juste un résultat de mesure. La valeur vraie, elle est quelque part autour de cette valeur de mesure, mais je ne sais pas où. Et donc, si on commence à faire jouer l'incertitude de mesure, on voit finalement que entre le produit 1 et le produit 2, ben, à cause de mon incertitude de mesure, le première idée qui est 1 est meilleur que 2, ben, à cause des incertitudes de mesure, je m'aperçois que non, j'ai un doute. Le résultat de mesure de 1 est meilleur que le résultat de mesure de 2, mais la valeur vraie de 1 et 2, je sais que les intervalles se chevauchent, donc ben, 1 n'est peut-être pas meilleur que 2. Donc voilà, pour de la comparaison de résultats, l'incertitude de mesure permet de pondérer les décisions. Ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est l'utilisation de l'incertitude de mesure pour une déclaration de conformité. Donc, plus j'ai des tolérances et j'ai, on va dire, une production, et j'aimerais savoir si mon résultat de production, ma pièce, elle est conforme ou pas à des spécifications données. Donc là, l'idée, c'est j'ai une pièce, j'ai mon résultat de mesure de ma pièce. La première idée, c'est le résultat de mesure, il est à l'intérieur de l'intervalle. Donc, comme il est dans l'intervalle, j'ai tendance à dire, bah, ma pièce, bah, mon Dieu, elle est conforme. Bah, l'incertitude de mesure, elle va me permettre de me dire, ouais, ta mesure est à l'intérieur. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas la mesure. Ce qui va nous intéresser, c'est la valeur vraie de la pièce. Or, la valeur vraie, bah, potentiellement, elle est quelque part dans cet intervalle. Donc, cette pièce que, a priori, à cause de la mesure, j'avais tendance à dire, elle est dans mes spécifications, elle est bonne, bah, je m'aperçois qu'elle peut potentiellement être bonne, mais potentiellement être à l'extérieur. Et dans le cas où les mesures est bonne, mais qu'elle est à l'extérieur, mais que j'ai quand même considéré qu'elle était bonne, ben ça fait naître un risque. J'ai déclaré conforme une pièce, j'ai vu bonne, alors qu'elle était non conforme. Ça, c'est ce qu'on appelle le risque client. À l'opposé du risque client, ben, il y a quelque chose d'équivalent. Si je mesure une pièce à l'extérieur, je le fais de l'autre côté pour des raisons graphiques, mais c'est à l'extérieur des spécifications. Ma pièce, je la mesure à l'extérieur, donc j'ai tendance à dire, bah, elle est à l'extérieur, elle est non conforme. Si je regarde de plus près et que je fais jouer les incertitudes de mesure, je m'aperçois que, OK, la mesure est à l'extérieur, mais la valeur vraie, potentiellement elle est à l'extérieur, donc j'aurais raison de refuser la pièce, mais potentiellement, elle est à l'intérieur. Et si effectivement je refuse une pièce que j'ai vue à l'extérieur, alors qu'elle était à l'intérieur, ben, j'ai mis à la benne, j'ai mis au rebut, aux retouches, etc., une pièce que j'aurais pu donner à mon client et qui aurait pu me rapporter. Ça, c'est ce qu'on appelle le risque fournisseur. Donc, des risques liés à la mesure dans une prise de décision, il y en a de deux natures. Il y a le risque client, fournir une pièce non conforme à mon client, parce que je l'ai mesurée bonne. Et il y a le risque fournisseur, déclarer non conforme une pièce qui, au final, était bonne. Donc, autour de la mesure, il y a effectivement ces Christophe, oui. Si tu peux me permettre une précision sur le slide d'avant. Juste pour des questions de vocabulaire, il est clair que cette notion de risque client et de risque fournisseur, tout le monde l'a entendu, elle est bien pratique et dans ton schéma, non, reviens dessus s'il te plaît. Et dans ton schéma, elle est effectivement explicite. On comprend bien que quand on mesure pas bon et que c'est bon, il y a un problème, et quand on mesure bon et que c'est pas bon en vrai, il y a un problème. Rappelons simplement que quand on mesure une entité, quelle qu'elle soit, c'est pas la valeur mesurée qui nous intéresse, c'est la valeur vraie de l'entité, en tout cas sa valeur fonctionnelle. C'est elle qui doit finalement fonctionner. En gros, le bouchon du stylo marche sur le stylo, pas parce que je l'ai mesuré bon, mais parce qu'il l'est bon. Donc c'est bien toujours la valeur vraie qui nous intéresse, et on a accès qu'aux valeurs mesurées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'aimerais insister sur ces notions de risque client et risque fournisseur, parce que les mots peuvent nous faire penser à, peuvent nous enduire d'erreurs, comme dirait
comme diraient certains. Précisons une situation. Imaginons qu'on va voir un médecin et que le médecin nous dit « Ouh là là, vous n'êtes pas bien, on va aller faire une prise de sang pour savoir si vous êtes malade ou pas malade. » Donc du coup, on n'est plus risque client, risque fournisseur, on va parler d'un risque patient, notamment si au moment de ma prise de sang, je suis effectivement malade, j'ai un souci de santé, mais que l'erreur de mesure qui va s'être produite au moment où on va mesurer le paramètre qui est intéressant, cette erreur de mesure va nous faire croire qu'on n'est pas malade. En gros, on voit conforme, on voit pas malade un patient qui est réellement malade. Et du coup, on comprend bien ce que veut dire le risque client, parce que le patient qui est vraiment malade, on le voit pas malade, donc le patient n'a pas droit au traitement qui pourrait arranger sa situation. Et ce traitement, le fait de ne pas y avoir droit, ça peut avoir des conséquences très graves parce qu'on n'est pas soigné, qu'on était malade. Ça, on comprend bien ce que veut dire le risque client, il n'y a pas de problème là-dessus. Sur le risque fournisseur, en revanche, on peut quand même discuter du vocable risque fournisseur. Imaginez la même situation, je suis pas malade en réalité, mais à cause de l'erreur de mesure du laboratoire, le laboratoire me trouve malade. Voilà. Donc on est conforme en fait, donc pas malade, et en réalité à cause de l'erreur de mesure, le laboratoire nous déclare malade. Donc on déclare l'entité non conforme en fait, ça revient à dire ça. Alors imaginons qu'il s'agisse là des prémices d'un cancer. Peut-être que cette erreur de jugement du laboratoire va me conduire à faire 3 mois de chimiothérapie pour rien du tout, parce qu'en réalité, j'étais pas malade. Alors évidemment, je suis dans la caricature. C'est juste pour faire comprendre cette question de risque client, risque fournisseur. On voit bien que le patient qui n'est pas malade et qui va subir à tort une intervention ou un traitement qui peut être lourd alors qu'il n'était pas malade, c'est pas vraiment du risque fournisseur. C'est pas le laboratoire qui a engagé quoi que ce soit en trouvant le malade pas malade, enfin en trouvant malade alors qu'il n'était pas malade. C'est bien le patient qui va subir des choses alors qu'il n'avait pas à subir parce qu'il avait besoin de rien. Autrement dit, si je vois qu'une pièce est pas bonne et que je crois qu'elle est pas bonne alors qu'elle est bonne, je risque d'être amené à la retoucher, à la rebuter, à faire je sais pas quoi, alors qu'en réalité elle était bonne et j'aurais pu la livrer. La conséquence, c'est que est-ce que c'est vraiment un risque fournisseur? Finalement, si je rebute des pièces pas bonnes, qui c'est qui paye ces pièces pas bonnes? C'est bien forcément le client final à l'arrivée qui paye les erreurs qui ont été faites au moment de ce jugement-là. D'une manière ou d'une autre, il faudra que quelqu'un assume cette responsabilité. Je suis pas toujours convaincu que ce soit le fournisseur. Si je prends un dernier exemple pour bien comprendre, si quand je fais la vérification d'un instrument de mesure, je le trouve conforme alors qu'il est non conforme, c'est effectivement un risque client qui risque d'utiliser cet instrument alors qu'il est non conforme et qu'il l'utilise en toute bonne foi parce qu'on l'a vu conforme. En revanche, si le prestataire, l'étalonneur, qu'il soit interne ou externe d'ailleurs, voit l'appareil non conforme alors qu'il est conforme, ça va engager toute une procédure d'étude d'impact, peut-être de maintenance, de correction de l'instrument de mesure, alors qu'en réalité, l'instrument était conforme. Donc en fait, il n'y a pas de risque fournisseur de ce point de vue-là. Il y a bien 2 types de risques que le client paye. Le risque client tel qu'il est défini tout de suite parce qu'il peut être dramatique, mais ce qu'on appelle le risque fournisseur, c'est aussi souvent le client qui paye, parce que en l'occurrence, dans les vérifications des instruments de mesure, on va faire tout un tas de démarches pour rien, alors que c'est le prestataire qui nous a, et c'est pas de sa faute, c'est inexorable les incertitudes de mesure, mais qui risque de nous avoir dit à tort que l'appareil était non conforme. Il faut vraiment être convaincu et se poser des questions sur ces 2 noms-là et pas rentrer tout de suite dans les termes en considérant qu'on a réglé le problème, en disant qu'on va partager les risques entre le client et le fournisseur. C'est rarement un partage des risques, c'est en général toujours le client qui paye. Voilà, je voulais préciser ça. Alors, j'ai une question sur le chat. Oui. Pouvez-vous me rappeler le dernier facteur qui fait qu'une mesure est imparfaite par rapport au 5e? Alors, les 5e, Christophe, les 5e, c'est une méthode mnémotechnique. En réalité, quand on fait une mesure, il y a des facteurs qui contribuent à l'imperfection du résultat de mesure. Des fois, il y en a 5, des fois, il y en a 10, des fois, il y en a peut-être que 3. C'est juste un mode de pensée, c'est-à-dire on dit qu'il peut y avoir des facteurs d'incertitude à cause du mesurant. C'est la première cause d'incertitude, parce que le mesurant est imparfait et il n'est pas rare que ce soit lui qui soit à l'origine des plus grandes incertitudes. Donc il faut le considérer. Il peut y avoir des problèmes liés au mode opératoire lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mesure réellement. Quand je mesure 2 points sur un alésage, est-ce que c'est ça que je cherche réellement, ou est-ce que je voulais connaître sur cet alésage son cercle inscrit parce que je veux faire rentrer un axe dedans et du coup en 2 points c'est pas ça que je vois. Donc on peut avoir des erreurs liées au mode opératoire et évidemment des erreurs liées aux moyens de mesure qui peuvent pas être parfaits. C'est une fabrication industrielle, donc on fabrique pas toujours et strictement les mêmes objets, donc on fabrique pas toujours et strictement les mêmes instruments.
Et comme on ne les fabrique pas toujours strictement identiques, ça veut dire qu'ils ont des erreurs. Et puis, il y a aussi les erreurs liées à l'opérateur, qu'il soit d'ailleurs digital ou qu'il soit physique, hein, parce que l'opérateur va contribuer aux incertitudes de mesure. Et puis, il y a tout ce qui provient du milieu dans lequel on va réaliser la mesure. En dimensionnel, on connaît bien la température, mais il y a des domaines où c'est l'hygrométrie qui est importante, d'autres où c'est la pression, d'autres où… voilà, donc les cinquièmes, c'est vraiment un mode de pensée, c'est pour simplifier, mais en réalité, il y a différents facteurs, il faut aller les explorer, il faut essayer de les quantifier pour calculer son incertitude de mesure. Pour compléter, effectivement, ce n'est qu'un modèle, c'est un modèle européen. Si vous allez voir le MSA, qui est un document dans le monde de l'automobile, il ne parle pas du cinquième, lui, il parle du sweep, du swipe. Donc ça, c'est le MSA. Et même de ce document, il propose différents modèles pour analyser qualitativement l'impact des paramètres qui viennent perturber la mesure. Il parle du swipe et puis il parle aussi du PISMO-AE, où là, il prend encore plus de paramètres. Donc, ça reste un modèle. C'est vrai qu'en France, on a l'habitude du cinquième qu'on a pompé sur la notion de production, mais ça reste, comme dit Jean-Michel, qu'un modèle, une aide. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ça. Et une dernière précision, ce qui compte en fait dans l'incertitude de mesure, c'est pas de multiplier les facteurs d'incertitude, surtout quand ils sont négligeables. On perd souvent, j'ai remarqué, et notamment dans les laboratoires accrédités, beaucoup de temps à évaluer des causes qui n'ont absolument aucun impact sur l'incertitude finale, quitte à en laisser passer des énormes, parce qu'on a oublié de voir l'arbre qui cachait la forêt. Donc, ce qui compte en réalité dans une évaluation d'incertitude de mesure, c'est d'être à peu près certain d'avoir identifié les facteurs les plus importants. Comme vous le savez tous probablement, l'incertitude de mesure, ça s'évalue en additionnant des variances. Les variances, c'est des carrés de dispersion, hein, enfin, on pourrait dire c'est des carrés détendus pour simplifier. Et donc, quand on élève les facteurs au carré, on comprend bien que un facteur qui semblait plus important que les autres, mais pas forcément beaucoup plus, au carré, il peut devenir complètement prédominant. Et en réalité, ce qui compte, c'est pas donc de rechercher les poulièmes de valeurs d'incertitude ou de facteurs d'incertitude. Il faut identifier les 3 ou 4 gros facteurs qui impactent la qualité de la mesure. Et quand on a fait ça comme il faut, on est déjà dans une situation assez objective pour parler de la fiabilité des mesures. Voilà. Donc, pas de course à l'échalote. Concentrons-nous sur les causes les plus importantes et laissons les petites causes de côté. Alors, pour en revenir au déroulé et sur la remarque de Jean-Michel, effectivement, risque client, risque fournisseur, attention au vocabulaire qui se cache derrière, à la signification du vocabulaire. D'autres vocabulaires pour cette notion de risque client, risque fournisseur, on parle aussi du risque alpha et du risque bêta. Du risque bêta, on parle du risque de première espèce et du risque de deuxième espèce. Tout ça, c'est des synonymes avec leurs avantages et leurs inconvénients. Voilà, le risque alpha, c'est moins parlant que risque fournisseur, mais comme dit Jean-Michel, attention, risque fournisseur, on comprend ce que c'est, mais ce n'est pas vrai que c'est le fournisseur qui prend toujours le risque. Donc maintenant, étant donné qu'on a vu un petit peu que les mesures étaient imparfaites pour prendre des décisions, la question qui vient tout de suite après, c'est OK, alors du coup, comment on prend des décisions et du coup, comment on prend en compte cette incertitude de mesure dans la prise de décision? Eh bien, quand on regarde un petit peu ce qui se fait dans l'industrie, il y a différentes stratégies. Donc, j'en ai listé 4, je les ai regroupées en 4 familles. La première stratégie, c'est je me moque complètement des incertitudes de mesure. C'est-à-dire, quand je suis dans l'intervalle, je suis bon, quand je suis en dehors, je suis mauvais. Question, est-ce que j'ai le droit, est-ce que c'est correct de faire ce type d'application? Alors, ça dépend des cas et ça peut être tout à fait correct. 2 cas de figure où ça peut être correct, mon incertitude de mesure, elle est négligeable par rapport à ce que je veux mesurer. Et effectivement, dans ce cas de figure, il n'est pas forcément nécessaire d'aller s'embêter avec la notion d'incertitude de mesure si on est largement dans les tolérances et que la mesure est totalement négligeable par rapport à ce qu'on veut mesurer. Donc oui, ça peut être acceptable dans ce cas de figure-là. Autre cas de figure où ça peut être tout à fait acceptable, et c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est que quand je déclare la conformité par rapport à des tolérances, ces tolérances ont été définies de manière empirique. Donc, elles ont été définies par rapport à des expériences, donc par rapport à des résultats de mesure. Et donc, quelque part, quand je déclare ma conformité par rapport à une mesure, je le déclare par rapport à une mesure sur des tolérances qui sont elles-mêmes issues de la
mesure équivalente. Et donc, du coup, mon incertitude de mesure, elle est déjà prise en compte dans mes tolérances. Donc, je ne vais pas la reprendre en compte dans ma déclaration de conformité. Et donc, du coup, dans ce cas de figure-là, effectivement, c'est aussi acceptable de prendre une décision juste avec les tolérances sans ajouter une couche sur l'incertitude de mesure, à condition d'avoir vérifié ce petit élément-là. L'autre stratégie qu'on rencontre dans la littérature, c'est une stratégie qui a tendance à dire, voilà, j'ai des tolérances, je connais mon incertitude de mesure, voilà, j'ai des tolérances, je connais mon incertitude de mesure. Ce que je vais faire, je vais retirer l'incertitude de mesure de mes tolérances afin de définir une nouvelle zone. Et là, je déclare ma conformité quand ma pièce elle est dans les zones. Si elle est à l'extérieur de la zone, elle est non conforme ou elle est douteuse. L'idée, c'est si je suis pile poil sur la limite, étant donné la manière dont j'ai défini mon incertitude de mesure, la pièce sur la limite, elle est quand même dans les tolérances initiales. Okay. Donc ça, c'est une stratégie qu'on retrouve assez souvent, qui est très conservative, c'est-à-dire que oui, on va énormément éviter de faire du risque client. Par contre, elle est très coûteuse parce que le risque fournisseur s'envole complètement. Oui, quand on est en dehors de nos nouvelles tolérances, on va refuser cette pièce ou faire des retouches sur cette pièce alors que il y a de grandes chances qu'elle soit largement bonne. Donc, c'est une stratégie vraiment très, très coûteuse qui peut être acceptable quand il y a vraiment un énorme risque. Peut-être une précision, Christophe, si tu veux bien, tant qu'on est là, parce que c'est important. Cette norme ISO 14253-1, elle existe depuis 2000, à peu près, donc depuis une vingtaine d'années. Et je me rappelle très bien les débats qui avaient eu lieu dans les comités de normalisation français autour de cette norme. Et je me rappelle avoir dit, et je vous invite à réfléchir là-dessus, dans la pratique industrielle, il est rare de tenir compte des incertitudes de mesure. On le fait dans les laboratoires prestataires évidemment, mais dans la réalité des usines, c'est assez peu utilisé. On prend une mesure et on regarde si c'est dans la tolérance et on dit que c'est bon. Donc je vous invite juste à réfléchir à la chose suivante. Est-ce que nos tolérances, celles qui sont sur nos plans, d'ailleurs tu l'as évoqué avant finalement Christophe, est-ce que nos tolérances sur nos plans ne sont pas déjà cette fameuse zone de conformité de l'ISO 14253-1 ? Et donc, est-ce que ces tolérances qu'on exige des industriels en termes de réalisation, est-ce qu'elle n'est pas déjà beaucoup plus petite par rapport à la spécification réelle fonctionnelle? Je pense que c'est tout le sujet qui va s'ouvrir pour la métrologie dans l'industrie 4.0 et notamment dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire remettre en cause de manière factuelle les tolérances qu'on exige aujourd'hui sur le papier, sachant que tous les professionnels savent que assez souvent on est en dehors des tolérances, on livre et ça marche quand même, ce qui prouve bien le fameux ceinture bretelle que les exigences actuelles sont peut-être pas tout à fait en relation avec les exigences fonctionnelles. Et dans un monde qui prend enfin conscience que ses ressources sont contraintes et limitées, il va falloir très probablement sortir de ce monde de surexigence pour aller vers un monde d'efficience où on va essayer de tendre vers l'expression du juste besoin. Et quand on aura l'expression du juste besoin, c'est-à-dire quand nos tolérances sont vraiment les spécifications fonctionnelles, alors là, le métrologue aura un tout autre rôle à jouer dans la prise de décision. Et le guide 98-4 va beaucoup nous aider, notamment à prendre des décisions plus pertinentes autour de spécifications qui, elles aussi, seraient plus pertinentes. Donc, on est dans un monde où nos tolérances sont des zones d'acceptation, sont déjà les zones de conformité, donc c'est pas anormal que dans la pratique, on considère très peu les incertitudes de mesure. On peut parier que ça va changer dans le futur. Voilà, donc troisième possibilité pour quelque part prendre en compte l'incertitude de mesure ou se soucier de cette notion de l'imperfection de la mesure, on la retrouve dans la notion de capabilité. C'est-à-dire qu'on va regarder si notre incertitude de mesure, si on veut que notre processus de mesure il soit suffisamment performant par rapport à ce qu'on veut mesurer, il faut que notre processus de mesure, son incertitude soit petite, soit négligeable par rapport à ce que je veux mesurer, ma tolérance, mon intervalle de tolérance. Donc, naturellement, on va créer un indicateur qui s'appelle la capabilité. On va regarder l'incertitude de mesure par rapport à l'intervalle de tolérance. Et bien sûr, on espère que l'incertitude est petite par rapport à l'intervalle de tolérance, donc notre capabilité doit être grande. Ça, c'est une stratégie, la notion de capabilité, vérifier que l'incertitude est négligeable par rapport à ma tolérance.
C'est une stratégie qu'on rencontre dans beaucoup de documents, notamment dans le monde de l'automobile. MSA, pour ceux qui connaissent, le pourcent GRR, c'est de toute façon une capabilité. Donc ça, c'est une stratégie qui existe. S'assurer que ma mesure, elle est négligeable par rapport à ma tolérance. Maintenant, c'est une stratégie, on va dire, globale. Je ne regarderai pas systématiquement chaque mesure ou la forme de ma production. C'est vraiment uniquement ma tolérance et mon incertitude de mesure. Et c'est là la limite de cette stratégie de capabilité, c'est qu'elle ne permet pas de définir un risque. Et donc, j'en viens à la troisième. Christophe, si tu peux me corriger 2 minutes. Excuse-moi de te couper. Vas-y, Dimitri. Ah, pardon. Combien il faut prendre comme coefficient de capabilité et pourquoi telle ou telle valeur? Alors, ça va rebondir un peu sur ce que je voulais préciser, là, sur ce que tu as dit, Christophe. Là, comme c'est écrit sur le slide, la capabilité définie comme la tolérance à contrôler, donc quitter un intervalle de tolérance sur l'incertitude et sur l'étendue totale de l'incertitude ou sur la demi-étendue, bon, peu importe. On peut trouver les deux expressions. Mais dans le MSA, j'aimerais rappeler que c'est pas IT qu'on met au numérateur, en tout cas dans le MSA de base. Ce qu'on met au numérateur, c'est la dispersion observée du procédé de production. Et ça n'a rien à voir avec l'intervalle de tolérance. Alors, on peut imaginer, et il y a eu un glissement, en fait, que, bah oui, la dispersion du procédé de production, elle est compatible avec la tolérance qu'on exige. Donc, du coup, on peut mettre IT à la place de la dispersion. Mais dans la réalité de ce qu'était la capacité des processus de mesure dans l'esprit des gens qui ont parlé de la capacité, des procédés de production, c'était pas de comparer l'incertitude de mesure à la tolérance, c'était de comparer l'incertitude de mesure à la dispersion observée. Et là, ça fait sens, parce que si je peux définir, je peux affirmer que mon incertitude de mesure, les fameux 10% du RR, ne pèse que 10% de ce que j'observe, alors je peux considérer que ce que j'observe, c'est la réalité, et ensuite, je peux prendre des décisions sur ce que j'observe. Et donc, la capacité du processus de mesure, c'était pas du tout fait pour donner un avis de conformité à une pièce ou à une entité, c'était simplement fait au départ pour s'assurer que la mesure, la qualité de la mesure était suffisante devant ce qu'on voulait observer. La question de est-ce que ce qu'on observe est compatible avec la tolérance qu'on exige, c'est un autre débat. Ça, c'est une question de gestion et de pilotage des procédés de production. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête. C'est que cette capacité telle qu'elle est définie là, elle était destinée aux gens qui faisaient de la MSP sur leur procédé de production pour s'assurer que les mesures ne dispersaient pas trop par rapport à leur procédé de production. Et du coup, Dimitri, je vais répondre à ta question. Quand on était dans le monde du départ sur la capacité, on a dit, allez, jusqu'à 10%, l'incertitude est négligeable, et puis on peut accepter jusqu'à 30%. Ou à moi, 30%, ça passe encore. Voilà. Mais là, au moins, ces chiffres-là, 10% et 30%, ils ont du sens. Alors, pourquoi c'est 10% et pas dans le MSA? Simplement parce que la relation, elle est prise dans l'autre sens. Hein. C'est U sur T au lieu de T sur U, mais c'est pas très important. Parce que là, ça fait sens, on sait ce qu'on raconte, quoi. En revanche, dès qu'on va avoir une entité toute seule, par exemple un instrument de mesure, qu'on doit comparer à son EMT et qu'on doit fixer un coefficient de capacité, comme on le voit beaucoup dans les contrats de sous-traitance, alors là, pour le coup, ça ne veut plus rien dire du tout. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de relation entre le coefficient de capacité et le risque client dont on va parler ou le risque fournisseur dont on va parler tout de suite avec le guide 98-4. C'est vraiment important de comprendre ça. À la règle du départ, c'était 10%, ça avait du sens. Quand aujourd'hui on dit on n'a qu'à prendre un coefficient, alors il y a une norme, la 02204, qui disait qu'on pouvait prendre 4 s'il n'y en avait pas d'exigé dans la relation client-fournisseur. Oui, elle dit on pourrait prendre 4, comme elle aurait dit on peut prendre 2, ou comme elle aurait dit on peut prendre 10. La norme, elle peut pas savoir quel est le contexte dans lequel on va utiliser ce coefficient. Et ce coefficient, par nature, il n'a pas de relation directe avec le risque associé à la décision. C'est ce que Christophe va nous expliquer tout à l'heure. Donc, ce coefficient, il est totalement arbitraire. Il est tombé du chapeau de Bozo le plus souvent, dans la plupart des cas. Avant, on disait 4, on s'est rendu compte que 4, c'était un peu fort. Et très souvent, maintenant, on rencontre 3. Parfois, on rencontre 2. La réalité, c'est qu'on pourrait se poser la question inverse. C'est-à-dire, quel est le ratio aujourd'hui entre les incertitudes de mesure des processus que j'utilise pour déclarer des conformités par rapport à tel type de tolérance, pour en déduire le coefficient de capacité implicite qui se cache derrière les pratiques industrielles. Dans la pratique, en fait, on utilise bien des instruments de mesure pour déclarer des conformités. Ces instruments de mesure participent à des processus de mesure
qui produisent une incertitude de mesure. On n'a qu'à comparer cette incertitude de mesure factuelle dans l'utilisation classique de l'entreprise aux tolérances qu'on a l'habitude de contrôler avec. Et c'est aussi une façon de définir un coefficient de capacité qu'on appelle chez Delta Mu le coefficient de capacité implicite et qui décrit simplement ce qu'on fait dans la pratique de tous les jours. Et si ce coefficient est petit, ça veut juste dire qu'on a une énorme marge de progrès sur la tolérance exprimée sur le plan. Plus le coefficient sera petit, plus la tolérance qu'on a sur nos plans et qu'on vérifie avec ces incertitudes est petite par rapport à la réalité du besoin fonctionnel. Donc c'est plutôt un bon signe quand on a une toute petite capacité, ça veut dire qu'on a une énorme possibilité de progrès dans l'expression du besoin réel plutôt que l'expression du besoin sécurisé par les tolérances d'aujourd'hui. Voilà. Donc la quatrième stratégie, c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est celle qui va nous permettre de prendre en considération la notion de risque dans la prise de décision. Donc ça, c'est ce qui est proposé dans la 98-4 et il y avait déjà des prémices de ces notions-là dans des considérations de bande de garde dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Mais pour pouvoir faire ça, effectivement, il faut avoir les outils, les paramètres d'entrée et les outils pour pouvoir réaliser ce type de stratégie. Donc, bien évidemment, ce qu'on va essayer de développer, c'est la stratégie numéro 4. Je vous ai mis à la suite quelques éléments bibliographiques juste pour information, la notion de capacité et la notion de risque, où est-ce on peut trouver des informations par rapport à ça. Donc, nous, on va s'intéresser principalement, effectivement, à la dernière stratégie. Comme l'a dit Jean-Michel, on constate que dans le monde industriel, la notion d'incertitude de mesure au niveau de la production, elle a tendance à disparaître. Elle intéresse beaucoup les laboratoires d'étalonnage. On leur force la main pour calculer leurs incertitudes. Et voilà. Le problème, c'est qu'après, cette notion-là, elle a tendance à disparaître et que sur le produit final, sur la fonction finale qu'on veut vraiment mesurer et vendre, la notion d'incertitude de mesure, elle a disparu. Et pourtant, on vient de voir que prendre des décisions sans prendre en compte l'incertitude de mesure, ça peut lever des problèmes et prendre des risques. Pourtant, on constate dans la vie de tous les jours que ça marche. Alors, pourquoi ça marche? Jean-Michel l'a dit, c'est parce que souvent, ceinture, bretelle, parachute, comme on a dit, on s'est débrouillé pour que ça marche pour des valeurs mesurées et quand ça ne marchait pas, on a resserré nos tolérances et finalement, on s'est débrouillé pour avoir un truc pour être sûr que ça marche. On a des tolérances surdimensionnées par rapport aux besoins et ça marche parce que ça surmarche. Alors jusqu'à maintenant, on va dire, ça posait pas de problème, sauf qu'à l'heure actuelle, on s'aperçoit que nos ressources sont limitées. Alors dépenser trop d'énergie ou de matières premières pour produire quelque chose alors qu'on pourrait dépenser moins, il faudrait peut-être y penser parce que les ressources ne sont pas infinies. Et puis face à la concurrence face à la compétitivité, il va falloir essayer de s'améliorer. Et comment s'améliorer? Effectivement, la notion de prendre en compte la mesure, c'est un axe qui n'a pas forcément été beaucoup exploité dans le monde industriel. Et donc, ça peut être un levier d'amélioration de la compétitivité qui peut être très important, puisque comme tous les axes qui n'ont jamais été explorés, c'est surtout le premier pas qui rapporte beaucoup. Voilà. Donc, l'idée, et ce qu'a mis Jean-Michel, c'est qu'effectivement, cette notion de ça marche parce que ça surmarche, va peut-être amener la métrologie à reprendre sa place dans le monde industriel à l'avenir. Alors, les axes d'amélioration par rapport à cette problématique, moi, je les ai catégorisés en trois types de catégories, si je veux dire. Premièrement, il va falloir travailler sur les tolérances. On l'a dit, les tolérances, on les a fabriquées à la louche pour que ça marche. Et dès qu'on avait un problème, on réduisait notre tolérance pour finalement arriver à quelque chose de très petit qui est surdimensionné par rapport aux besoins. Donc déjà, le premier axe d'amélioration, c'est de se poser des questions. Est-ce que les tolérances que je demande, ce sont vraiment les tolérances fonctionnelles ou c'est des tolérances où j'ai voulu prendre ceinture, bretelle, parachute pour être sûr que ça marche? Deuxième aspect sur lequel il faudrait travailler, c'est la notion de risque. Alors, oui, on entend partout que le risque zéro n'existe pas, qu'il faut travailler sur le risque, etc.
Maintenant, quand on discute avec des industriels, on s'aperçoit rapidement que le client, quand il demande à son sous-traitant de produire quelque chose, il dit jamais quel risque il accepte. Combien de pièces non conformes il tolère dans sa production? Non, le client, il dit des pièces non conformes, mais moi, je veux que toutes les pièces soient conformes. Donc, la notion de risque, elle intervient, elle s'introduit petit à petit dans la culture, mais elle n'arrive pas à vraiment aller jusqu'où on veut aller, c'est-à-dire je te produis quelque chose, j'ai un risque, le risque zéro n'existe pas. Quel est le risque, toi, client, que tu juges acceptable? Et me dis pas zéro parce que le risque zéro n'existe pas. Cet échange-là, il n'est pas courant entre les clients et les industriels. Et pourtant, on en aurait besoin parce que les décisions, il y a des risques, on aurait besoin de savoir quel est le niveau de risque dont on a besoin pour pouvoir travailler. Et enfin, le dernier aspect, et c'est l'aspect, on va dire, qui nous intéresse le plus aujourd'hui, puisque c'est sur cet aspect-là qu'on va vouloir travailler, c'est la mesure. Oui, on a des risques, notamment à cause de l'incertitude de mesure. Il faut prendre en compte ces incertitudes de mesure pour pouvoir identifier le risque et remonter à un risque acceptable. Donc, parmi ces 3 axes d'amélioration, celui dont je souhaiterais parler aujourd'hui, bien sûr, c'est l'axe qui parle de la mesure. Mais cet axe-là ne fonctionnera ou ne peut être intéressant qu'à partir du moment où on me donne des tolérances qui tiennent la route et pas des tolérances surdimensionnées, et qu'à partir du moment où on me définit qu'est-ce qui est acceptable et inacceptable en fonction de ce que je produis. Comme disait Jean-Michel, des bouchons de stylo ou des outils qui vont aller sur un satellite qui va aller autour de Saturne. Effectivement, le bouchon de stylo, quand le bouchon ne rentre pas bien dans le stylo, ce n'est pas grave, j'achète un nouveau stylo. Quand le satellite qui est autour de Saturne, on s'aperçoit qu'il y a une pièce qui est défectueuse, je ne vais pas envoyer la dépanneuse pour aller dépanner le satellite autour de Saturne. Donc la notion de risque, elle doit faire partie de la culture des produits, elle doit faire partie des exigences qu'on demande par rapport à la production d'un produit. Donc, on va se concentrer sur cet aspect de mesure et la 98-4, elle introduit quelque chose d'assez novateur par rapport à cette notion-là, c'est la notion de l'a priori. Alors, cette notion d'a priori vient du fait que quand je mesure quelque chose, en général, ce quelque chose que je mesure, j'ai des attentes. OK, j'ai un résultat de mesure qui me dit où se situe mon résultat de mesure, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la valeur vraie. Mais quand je fais une mesure, j'ai souvent un a priori. Je sais où j'aimerais que soit le résultat de mesure. La 98-4, elle va rajouter cette information-là à mon résultat de mesure. Elle va vous dire, la valeur mesurée, c'est tant. Vous avez qualifié une incertitude de mesure autour de la valeur mesurée. Je vais rajouter une information qui est votre a priori. Exemple d'a priori, j'ai une production, j'ai des tolérances. Je sais que la production a tout fait pour que, le service de production a tout fait pour essayer de centrer sa production dans les tolérances. Et donc, effectivement, j'ai un a priori quand j'effectue une mesure et que j'ai un résultat de mesure, ma valeur vraie, elle a plus de chances d'être du côté du centre de la production que complètement à l'extérieur. Oui, parce qu'ils y ont mis de l'énergie et je le sais. Donc, c'est cette notion intéressante de l'a priori qui intervient dans la 98-4. Et c'est une notion, on va dire, intuitive. Et c'est ce qu'on rencontre des fois dans des prises de décision quand j'ai des valeurs qui sont limites, mais limites à l'extérieur, proches de la limite, mais juste à l'extérieur. Souvent, on va l'accepter. Pourquoi on l'accepte? Souvent parce qu'on considère que c'est un bruit de mesure et que la production fait bien son taf, donc il y a de grandes chances qu'elle soit plutôt tirée vers le centre de la production que vers l'extérieur. Christophe, oui, vas-y. je me permets de te couper, j'ai une question. Comment peut-on mettre la valeur vraie au centre de l'intervalle d'incertitude puisqu'on ne la connaît pas? Alors, voilà, ça c'est toute la problématique. Effectivement, j'ai ma valeur mesurée et telle que je l'avais définie au départ sur mon… Si j'y arrive, j'ai un petit souci avec mon stylo. Tel que je l'avais défini au départ, j'avais dit, voilà, mon intervalle, c'est ma valeur mesurée. Là, j'ai ma valeur mesurée. Et moi, je cherche ma valeur vraie qui est quelque part là-dedans. Donc, ça, c'est la vision, on va dire, classique.
valeur mesurée, incertitude de mesure, et souvent on met la gaussienne, définie autour de cet intervalle-là. Le modèle que propose la 98-4, c'est pas ça, c'est l'incertitude de mesure, en réalité, elle est autour de la valeur vraie. Question, où se situe ma valeur vraie? Parce qu'au départ, je n'ai que ma valeur mesurée. Cette problématique-là va se résoudre en partie par la 98-4, en amenant l'a priori. Elle ne va pas vous dire où se situe la valeur vraie, mais elle va vous dire la valeur vraie, par rapport à un temps d'intervalle, elle a plus de chances d'être d'un côté que de l'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, la valeur vraie, on ne sait pas où elle est, mais elle va quand même définir une probabilité, une chance qu'elle a d'être à différents endroits. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je vais préciser. Oui, je vais préciser des choses si tu veux bien, surtout que ça, c'est vraiment le sujet le plus important. Déjà, je vais juste te reprendre, Christophe, tu as dit, j'ai une idée de ce que j'aimerais avoir comme valeur vraie. Alors, c'est pas un problème de conditionnel en réalité. On va se mettre dans une situation simple, je suis laboratoire de biologie médicale et je mesure la glycémie de mes patients tous les jours depuis 20 ans. Forcément, j'ai une idée, j'ai une connaissance forte parce que j'ai capitalisé beaucoup d'informations sur la valeur des glycémies que j'observe chez mes patients. Alors évidemment, les observations que je fais, c'est un mélange de la glycémie vraie de chacun des patients et de l'erreur de mesure qui s'est produite à chaque fois que j'ai fait la mesure d'une glycémie. Mais dans ce que j'observe, j'ai une connaissance, ça m'a permis d'avoir une connaissance de la réalité à travers les mesures que j'ai fait et à travers l'expérience acquise. Et c'est cette connaissance-là qu'on appelle l'a priori, qu'on va aller, alors le plus souvent, on ne va pas rentrer dans les détails de savoir si l'a priori est informatif ou non informatif, c'est un peu complexe pour ce webinaire, mais il faut comprendre que quand on fabrique des bouchons de stylo depuis 10 ans et qu'on mesure tous les jours les bouchons de stylo qu'on fabrique, hein, c'est évidemment un peu une caricature, mais pour bien se faire, on a pour faire comprendre ce qu'est cet a priori, on a capitalisé beaucoup d'informations. On verra d'ailleurs tout à l'heure qu'on peut exploiter cette information pour définir l'a priori. On a capitalisé beaucoup d'informations sur ce qu'on était, sur ce qu'on produisait réellement. Alors, ce qu'on produit réellement, c'est caché sous les valeurs qu'on a observées, mais il n'empêche que c'est quand même dessous, et donc on a de bonnes raisons de penser que c'est par là. Donc cet a priori, on peut l'établir d'une façon très pertinente, eu égard à la connaissance acquise. Je vais vous donner un exemple simple pour les gens qui font des mesures et qui nous écoutent. J'imagine, enfin en tout cas moi ça m'est arrivé souvent, mais plein de collègues pareils, que parfois ça arrive aux gens de dire quand ils font une mesure, tiens, cette valeur est étrange, tiens, cette valeur est bizarre. Mais ça prouve que vous avez un a priori. Ça prouve que vous vous attendiez à une autre valeur parce que votre expérience, votre connaissance, tout ce que vous avez acquis à travers toutes les mesures que vous avez fait jusqu'à maintenant sur des entités de ce type, fait que c'est chagriné par la nouvelle valeur que vous venez d'obtenir. Tous les métrologues ont vécu ça. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on refait la mesure, et voilà. Donc on a déjà cette capacité à considérer l'a priori, au moins de façon implicite et subjective, quand on se dit tiens, ça c'est bizarre. Ce que propose le guide 98-4, c'est qu'on l'exploite mathématiquement, et on va voir comment Christophe va nous le présenter. Donc ça c'est important. L'a priori, c'est pas ce que j'aimerais avoir, c'est ce que je sais que je fais tout pour obtenir, et ce que j'ai et que la connaissance antérieure m'a permis de capitaliser pour avoir une bonne idée de ce que je suis capable de faire. Le deuxième détail, là, c'était bien les figures que tu avais fait, c'est la représentation, on va dire, traditionnelle de la valeur mesurée et de l'incertitude de mesure. On pouvait pas, nous semble-t-il, jusqu'avant le guide 98-4, imaginer autre chose que notre valeur mesurée soit au centre de l'intervalle d'incertitude. C'est comme ça, cette représentation, elle est systématique depuis qu'on prend conscience de l'incertitude de mesure, et pourtant, elle est totalement fausse. Elle est totalement fausse, et pour cela, il suffit de faire deux mesures pour se rendre compte que si on n'a pas deux fois la même mesure, les deux ne peuvent pas être au centre de l'intervalle d'incertitude de mesure. En réalité, la mesure, c'est la réalisation d'une variable aléatoire. C'est une valeur parmi les valeurs qu'on aurait pu mesurer, sachant la valeur vraie, c'est-à-dire le schéma qui est à l'écran tout de suite. Et en réalité, c'est bien la valeur vraie, alors plus précisément la valeur vraie plus le biais de mesure s'il y a un biais de mesure, mais le GUN nous dit qu'il faut corriger les biais de mesure, il a bien raison. Donc c'est bien cette représentation qui est la valeur, enfin qui est la plus proche de la réalité, me semble-t-il, c'est j'ai une valeur vraie que je cherche, j'ai des erreurs de mesure qui se produisent quand je vais mesurer cette valeur vraie, et ces erreurs de mesure, en fait, elles se distribuent autour de la valeur vraie et pour former l'ensemble des valeurs mesurées possibles. Autrement dit,
ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est-à-dire c'est pas la valeur vraie qui tourne autour de la valeur mesurée, c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est-à-dire c'est bien les valeurs mesurées qui tournent quelque part autour des valeurs vraies à cause des erreurs de mesure. Et je pense que, alors, on a ce problème de représentation qui fausse l'image qu'on devrait avoir de ce qu'est une mesure, et c'est important de la corriger, le guide 98-4 la corrige. On a un autre problème avec la définition du VIM pour l'incertitude de mesure, qui est une définition, on ne peut pas en vouloir au VIM parce que il a le mérite d'exister, mais cette définition ne veut absolument rien dire. Elle n'a absolument aucun sens. Si vous la relisez, elle n'a pas de sens. Paramètre non nul, je sais pas quoi, c'est complètement débile. En fait, l'incertitude de mesure n'est rien d'autre qu'une loi de probabilité qu'on estime avoir une moyenne égale à 0 quand on corrige les biais, et qu'on estime gaussienne, avec le GUM, de moyenne égale à 0 quand on a corrigé les biais, et de variance petit uc au carré. Donc l'incertitude de mesure, c'est la loi de probabilité des erreurs de mesure. Et quand on comprend l'incertitude de mesure comme étant cette loi de probabilité, c'est-à-dire l'ensemble des erreurs de mesure qu'on risque de produire avec la probabilité qu'on les produise quand on fait une mesure, on comprend tout à fait bien le schéma qui est sur le slide tout de suite. Et donc, il va falloir que ces définitions évoluent du fait de ce guide 98-4 et ce qu'il amène dans le monde de la métrologie, parce que véritablement, on est parti d'un mauvais pied avec les représentations précédentes. Voilà. Donc, le gros travail pour les métrologues, me semble-t-il aujourd'hui, c'est justement de réussir à faire cette mutation, de revoir en fait, c'est un changement de paradigme, de revoir totalement la façon dont on appréhende un résultat de mesure et l'incertitude. Il va falloir s'habituer à la figure que tu nous présentes à l'écran, Christophe, parce que c'est la bonne figure, en tout cas, me semble-t-il, avec un peu d'expérience, que c'est comme ça que doivent se représenter les choses. Et je suis en accord parfait avec le guide 98-4 qui nous propose cette visualisation de la question des mesures. Alors maintenant, pour répondre à la question de Dimitri, parce que j'ai pas répondu à la question de Dimitri, c'est Christophe qui va expliquer non pas comment on calcule la valeur vraie, ça serait trop facile. Le guide 98-4 prétend pas calculer la valeur vraie. En revanche, il prétend utiliser la connaissance a priori et l'incertitude de mesure pour nous dire quel est l'ensemble des valeurs vraies possibles, sachant tout ce qu'on sait. Je te laisse la parole. Alors, ça, on le verra plus vers la fin, mais il y aura une petite animation pour essayer de vous expliquer cette approche. Alors, donc, grâce à cette notion d'a priori et ce qu'a expliqué Jean-Michel, finalement, la 98-4 nous change un petit peu de modèle de paradigme et elle nous fait naître, elle fait apparaître deux types de risques. En plus du risque, deux types de risques par rapport au risque client, risque fournisseur. Pour chaque type de risque client, fournisseur, j'ai à nouveau deux catégories. J'ai la catégorie risque spécifique et la catégorie risque global. Alors, je m'explique. La catégorie risque spécifique, c'est-à-dire j'ai un résultat de mesure, j'ai un a priori, et j'aimerais savoir sur ce résultat de mesure unique, quel est le risque que je prends par rapport à des tolérances. Eh bien, la 98-4, en amenant la notion d'a priori, donc cette approche bayésienne qui va prendre en compte l'a priori, elle va un petit peu changer nos habitudes. J'ai pris volontairement un exemple. À l'heure actuelle, si on ne prend pas la 98-4, si on ne fait pas de bayésien sur nos résultats de mesure, quand j'ai un résultat de mesure et puis que j'ai une incertitude, je me dis, si le résultat de mesure il est pile poil sur la tolérance, grosso modo, j'ai une chance sur deux, j'ai 50% de chance d'être bon et 50% de chance d'être mauvais. Parce que dans ma représentation classique, je définis mon incertitude autour de mon résultat de mesure. Dans la réalité, ce qui se passe, c'est que je produis. Et quand je produis, je mets de l'énergie pour que mes pièces elles soient ici. Donc, moralité, quand je mesure une pièce pile poil sur la tolérance, je me dis quand même, cette pièce-là, il y a de grandes chances. On a mis de l'énergie pour qu'elle soit dans les tolérances. Donc, je n'ai pas 50% de chance qu'elle soit à l'intérieur, 50% de chance qu'elle soit à l'extérieur. J'ai vraiment plus de chances qu'elle soit à l'intérieur parce que j'ai mis de l'énergie pour qu'elle y soit. Donc, c'est cette notion-là que va prendre en compte la 98-4, l'a priori, le fait que
ben, j'ai quand même un a priori, je suis plus à gauche qu'à droite. Donc la notion de risque spécifique, c'est le risque sur un résultat ponctuel. Face au risque spécifique, il y a la notion de risque global. Là, la 98-4, elle ne prend pas en compte juste un résultat de mesure, elle va prendre en compte, ce qui arrive souvent dans le domaine industriel, un ensemble de résultats de mesure, une production. Et donc là, ma question, ce n'est pas de savoir si ma pièce unitaire, elle est bonne. Ma question, c'est de savoir, ben voilà, je vous donne un lot de 5000 pièces. Ben, quelle est la probabilité que j'ai des pièces mauvaises? Combien j'ai de pièces mauvaises dans ce lot? Alors, je ne sais pas lesquelles, parce que si je savais lesquelles, je les aurais enlevées. Mais à cause de la mesure, il y a des pièces que je n'ai pas vues mauvaises alors qu'elles étaient mauvaises. Ben, quelle est la proportion sur cet ensemble de pièces mauvaises? Ben là, encore, la 98-4, elle va nous donner des stratégies pour une production donnée que je mesurerai à 100%. Ben, quelle est la probabilité que j'ai de me tromper parce que ma mesure est imparfaite? Donc ça, c'est le risque global parce que c'est sur un lot complet d'une production. Donc voilà les deux types de risques, les deux catégories de risques qu'amène la 98-4. Alors, il y a une dernière catégorie que n'aborde pas la 98-4. La notion de risque global, telle que le définit la 98-4, c'est un risque sur un lot complet que j'aurais mesuré à 100%. Et là, la stratégie s'applique. En général, dans le monde industriel, on ne mesure pas à 100% son lot. Ce qu'on fait, c'est on fait des prélèvements et à partir des prélèvements, on en déduit des choses. Donc déjà, rien que le prélèvement, ça amène une incertitude supplémentaire indépendamment de la mesure. Le fait que je ne prélève que certaines pièces et pas toutes les pièces, ben, j'introduis aussi un flou supplémentaire. Ben, la 98-4, effectivement, ne traite pas de cette notion de flou supplémentaire lié au prélèvement. Elle ne prend en compte que l'incertitude de mesure sur la mesure de la totalité de ma production. Alors, j'ai une question. Je n'ai pas bien compris la différence entre risque spécifique et risque global. Si tu peux repréciser un petit peu les choses. Jean-Michel, tu reprécises avec une formulation différente, peut-être. Ouais. Différente, puisque c'est. Oui, alors, voilà. C'est vraiment important cette distinction. C'est vraiment important. Et puis surtout ce que tu as dit en dernier, à savoir que ce guide-là n'aborde pas la problématique pourtant classique et industrielle. En industrie, c'est je ne mesure qu'un échantillon de ma production et je veux savoir si ma production en entier est conforme ou pas, parce que c'est pas l'échantillon qui m'intéresse. Quand on casse une voiture contre un mur pour tester si elle est conforme aux exigences euro, je sais plus quoi, dans le monde automobile, on ne casse pas les autres pour le savoir. Et pourtant, il faut que ce soit les autres qui soient conformes parce que celle qu'on vient de casser contre un mur qui était conforme, on ne peut plus la vendre. Donc, c'est un problème important. Pour la petite histoire et pour ceux que ça intéresse, on présentera une conférence dans le cadre du Congrès international de métrologie en septembre là, à Lyon sur cette thématique-là de ce qu'on appelle alors non seulement la conformité établie à partir d'un échantillon, mais aussi la conformité multidimensionnelle. C'est-à-dire, en fait, très souvent, quand on mesure une pièce, on n'a pas une seule caractéristique dessus, on en a plein. Il faut qu'elles soient toutes conformes en même temps. Donc, on a un problème il faut qu'elles soient toutes conformes en même temps. Et deux, on a un problème, je n'échantillonne que quelques pièces de ma production qui elles-mêmes doivent être toutes les codes conformes en même temps. Donc, voilà. Donc on va animer une conférence sur ce sujet-là avec une approche assez sympathique. Voilà. J'espère que ça pourra intéresser certains d'entre vous. Maintenant, pour repréciser les deux choses. Je vais le faire à l'envers, je vais parler du risque global. Le risque global, dans le guide 98-4, il dit quoi? Il dit voilà, j'ai un lot de pièces, je le contrôle à 100%. Dans notre vision aujourd'hui, on fait deux tas, les pièces bonnes et les pièces pas bonnes. Voilà. Et le risque global, c'est de dire, dans le tas des pièces bonnes, quel est le taux de pièces qui sont quand même pas bonnes, malgré le fait que je les ai mesurées. Donc le risque global, c'est un taux de pièces qui restent pas bonnes dans le lot des bonnes. Donc ça s'arrête le risque global client. Après avoir contrôlé à 100% la totalité de ma production. Le risque fournisseur global, c'est dans le tas des pièces réputées pas bonnes, quel est le taux de pièces qui sont bonnes? C'est-à-dire que je les ai trouvées pas bonnes à tort parce qu'elles étaient bonnes. C'est exactement la définition du risque fournisseur. Le risque global, c'est vraiment je prends toutes mes pièces et je regarde le taux d'erreur que j'ai dans celles que j'ai classées bonnes et dans celles que j'ai classées pas bonnes. Alors, ça n'arrive pas souvent, mais
Regardez ce qui se passe dans un laboratoire de biologie médicale. On ne fait pas d'échantillonnage. On mesure bien 100% des patients qui viennent mesurer leur glycémie. Et ben, ce risque global va nous dire quel est le taux des patients pour lesquels j'ai dit que la glycémie était conforme alors qu'elle était non conforme, et le taux sur l'année, sur le mois, sur la semaine, sur la journée, peu importe, c'est un taux sur une quantité. Donc la quantité, c'est vous qui choisissez la période de temps. Et le risque fournisseur, c'est le risque fournisseur, c'est l'inverse, vous avez compris. Donc là, j'ai mesuré 100% de ma population et je me suis trompé dans un certain nombre de cas. C'est la même chose quand vous vérifiez des instruments de mesure. Quand je sous-traite 100% de mes… Je ne crois pas qu'on fasse des étalonnages par échantillonnage, à ma connaissance. En tout cas, j'espère pas. Donc du coup, quand j'envoie mes instruments à l'étalonnage chez un prestataire ou dans mon laboratoire interne, le risque client, c'est le taux d'instruments que le laboratoire aura déclaré conforme alors qu'il ne l'était pas, et le risque dit fournisseur, qui est quand même le risque client, parce que c'est vous qui allez faire les études d'impact, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le taux d'instruments qu'on va voir non conformes alors qu'ils sont conformes. Notez avec moi que ce risque global devrait faire partie des contrats de sous-traitance. Depuis que cette norme existe, c'est-à-dire 2012, ça fait une dizaine d'années, ça devrait être un indicateur parce que le laboratoire d'étalonnage est censé être capable de calculer ce taux grâce au guide 98-4. Ça serait un bel argument que de savoir, compte tenu de la prestation des étalonneurs, quel est le risque qui me fait prendre globalement à me dire que c'est bon quand c'est pas bon et à me dire que c'est pas bon quand c'est bon. Mais ça serait globalement. Le risque spécifique, c'est je prends cet instrument-là et sachant tout ce que je sais, compte tenu de la décision que j'ai prise, il est conforme ou il est non conforme. Donc c'est cet instrument-là ou cette entité-là, ou ce patient-là, pas tous les patients, ce patient-là, quel est le risque que je me trompe sur la décision que j'ai prise pour lui? C'est-à-dire, ce patient, je dis qu'il est bon, quel est le risque qu'il n'est pas malade, quel est le risque qu'il soit en réalité malade, ou je dis qu'il est malade et quel est le risque ou la probabilité qu'en réalité il ne soit pas malade. C'est vraiment très différent et c'est deux approches calculatoires différentes. J'espère que j'ai répondu. Donc, du coup, là, ce qu'on a compris, j'espère, c'est que pour pouvoir faire tout ce travail-là, il faut absolument que j'ai un a priori, ou plus exactement que cet a priori, je sois capable de le quantifier pour pouvoir travailler mathématiquement dessus. Et donc là, dans la suite, je vais parler un petit peu de cette notion d'a priori. Donc, on revient sur la base du principe de qu'est-ce que c'est qu'un résultat de mesure. Un résultat de mesure, c'est la valeur mesurée. La valeur mesurée, c'est quoi? C'est la valeur vraie sur laquelle j'ai une erreur, mon erreur de mesure. Voilà. Cette relation-là, je vais le faire sur mes lois de distribution, c'est-à-dire ce que j'observe, les valeurs mesurées. Ce que j'observe, c'est la réalité, c'est-à-dire la réalité de ma production, déformée par mon incertitude de mesure qui s'exprime sur chaque mesure de ma production. Et donc, effectivement, mon a priori que je cherche, il est là. C'est ça que je cherche. Donc, je suis capable quelque part de le définir parce que j'ai un historique, comme disait Jean-Michel, j'ai une quantité de valeurs mesurées, j'ai défini mon incertitude de mesure, donc j'ai envie de dire par simple soustraction, je peux définir mon a priori. Mon a priori, c'est ce que j'ai observé moins mon incertitude de mesure. Alors, là, sur des lois de distribution avec mon équation telle qu'elle est, ça paraît simple. Maintenant, cette relation de soustraction de loi de distribution, c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça à faire au niveau mathématique et ça s'appelle une déconvolution. Et c'est par ces opérations de déconvolution, utiliser l'historique de l'observé, connaître son incertitude de mesure, c'est avec cet ensemble d'informations que je peux définir, avoir une idée de mon a priori qui est nécessaire pour pouvoir travailler. Alors, une déconvolution, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire. Heureusement, dans le domaine classique des lois normales, et c'est vrai qu'on a tendance en métrologie à considérer qu'un petit peu tout est distribué sur nos lois normales. Attention, ce n'est pas le cas, tout n'est pas distribué sur nos lois normales, mais dans le cas classique de la normalité de mes lois, normalité de mon observé, normalité de mon incertitude de mesure, là, cette équation-là devient, si ça c'est normal et ça c'est normal, cette équation-là devient relativement simple à résoudre. Voilà. La moyenne de mon a priori, c'est la moyenne de l'observé moins la moyenne de la mesure, qui est souvent, j'espère, si j'ai corrigé les biais,
égale à 0. Et la dispersion de mon a priori, donc ma variance d'a priori, ben, c'est la variance de ce que j'observe, moins mon incertitude de mesure, moins ma variance de mesure. Voilà. Donc, dans le cadre, on va dire, de loi normale, avec un historique qui tient la route, un calcul d'incertitude qui a été fait de manière correcte, ben, je suis capable de déterminer à quoi correspond mon a priori. Quelque chose à ajouter par rapport à ça, Jean-Michel? Oui, absolument. Il me revient en tête une des annexes du FDX 07039 qui explique le guide 98-4, où en fait, quand on a voulu faire la deuxième formule, la variance de l'a priori, c'est-à-dire la variance des résultats d'étalonnage observés, c'était sur des alésomètres, moins la variance annoncée de l'incertitude de mesure qui est accréditée par le COFAC. Hein, donc nous, on a pris l'incertitude du laboratoire, donc on a regardé des résultats d'étalonnage pour de vrai sur des alésomètres dans le laboratoire. Et puis, on a regardé la variance donc, de ces erreurs qu'on avait trouvées sur les alésomètres. Et on a voulu soustraire la variance de l'incertitude d'étalonnage, donc le petit UC au carré. Et là, on a eu la mauvaise surprise de trouver un dièse erreur sur Excel parce que ben, du coup, la variance annoncée quant aux incertitudes d'étalonnage était bien supérieure à ce qu'on avait observé dans la vraie vie. Donc, cette déconvolution, en fait, elle nous permet aussi d'observer notre capacité à évaluer une incertitude de mesure. Moi, je constate quand même depuis longtemps qu'on a tendance à évaluer des incertitudes de mesure, surtout par la méthode analytique du GUM, de façon un petit peu cavalière parfois. On a des réflexes de dire, ben, on n'a qu'à prendre ça parce que du coup, on se couvre. Mais quand on se couvre dans les incertitudes de mesure qu'on exprime avec un bilan GUM et qu'on les confronte à la réalité, ce qu'on est obligé de faire quand on cherche l'a priori, eh ben, on se rend compte qu'on a surévalué notre truc et qu'on est bien meilleur qu'on croyait. Voilà, parce qu'il est impossible que la variance observée moins la variance des mesures soit inférieure à 0. Si elle est inférieure à 0, c'est qu'on a mal évalué son incertitude de mesure. Donc ça va challenger vraiment les métrologues pour évaluer des incertitudes de mesure qui soient non pas surprotectrices, mais pertinentes par rapport à la réalité. Je vous rappelle que notre objectif, c'est de tendre vers l'efficience en termes de tolérancement. Tu l'as dit et tu as expliqué les conséquences tout à l'heure, Christophe. Et ben c'est pareil pour le métrologue. Il a à se couvrir de rien du tout, le métrologue, parce que s'il surévalue ses incertitudes de mesure, la seule chose qu'il va réussir à faire, c'est à faire des dièses erreurs sur Excel. Et on n'a plus, c'est pas l'objectif que d'avoir des dièses erreurs sur Excel parce qu'on fait des soustractions et des carrés négatifs. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi on a surévalué nos incertitudes de mesure et surtout de savoir à quoi elles peuvent servir. Et là, c'est un bel exemple de à quoi elles peuvent servir. Elles peuvent servir à essayer de définir la réalité de ce qu'on produit par par de simples équations et définir la réalité de ce qu'on produit, ça va nous permettre, tu vas nous montrer, de définir le risque qu'on se trompe quand on prend une décision. Donc c'est vraiment, c'est fondamental de comprendre ça. Merci Jean-Michel. Alors, maintenant qu'on a réussi quelque part à définir notre a priori, ben, on a les outils nécessaires pour exprimer le risque spécifique et le risque global. Donc, je vais un petit peu vous montrer ce que propose la 98-4 par rapport à les équations mathématiques, enfin la manière de déterminer ces deux risques. Alors, au niveau du risque spécifique, comment je fais pour déterminer mon risque spécifique? À partir du moment où j'ai réussi à déterminer mon a priori, la 98-4, elle me propose des solutions pour déterminer la valeur vraie, ce qu'on disait, ce que tu expliquais tout à l'heure, Jean-Michel, la probabilité de situation de la valeur vraie, donc la loi de distribution de la valeur vraie. Et donc, à partir de là, je suis capable de retrouver la question qui était posée tout à l'heure, de retrouver la loi de distribution de ma valeur vraie et donc de savoir par rapport à une tolérance quel est mon risque de me tromper. Et là, je recentre le tout sur effectivement la valeur vraie et non plus la valeur mesurée. Une fois que j'ai défini mon a priori, par rapport à ce que j'ai défini juste au-dessus, hein, mon a priori défini, s'il veut bien, excusez-moi, par rapport à une moyenne et un écart type, ce qu'on a vu au-dessus, hein, si je connais mon a priori, moyenne, écart type, et que je connais mon résultat de mesure et mon incertitude de mesure associée à ce résultat de mesure, je suis capable de recalculer
la moyenne, enfin la loi de distribution de ma valeur vraie, où peut se situer ma valeur vraie, et de calculer donc du coup sa moyenne et son écart type. Donc pour répondre à la question de tout à l'heure, si effectivement j'ai des informations qui sont gaussiennes et que j'ai mon a priori, je suis capable de reconstituer cette loi-là en appliquant les équations que je viens de vous montrer et donc d'en déduire le risque spécifique sur un résultat de mesure. Donc ça, c'est ce que peut nous proposer la 98-4 par rapport au risque spécifique. Donc il y a des exemples traités dans la FDX 07039. Oui, Jean-Michel. Peut-être une précision, Christophe, quand tu dis que tu es capable de calculer, en fait, c'est Thomas Bayes qui t'a donné la formule, une formule qui s'appelle le théorème de Bayes, qui est le théorème des probabilités conditionnelles, et qui est à l'origine du guide 98-4. C'est pour ça qu'on parle d'approche bayésienne, parce qu'on fait référence à Thomas Bayes, qui est né, je crois, ou qui est mort à la fin, au début des années 1800 ou à la fin des années 1700. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose de très nouveau. Et on l'utilise que maintenant, en 2021. On a mis un peu plus de 200 ans à comprendre à quoi ça pouvait servir. En métrologie, ça fait beaucoup de temps passé et peut-être même perdu pour rien. C'est grâce à cette probabilité, à ce théorème des probabilités conditionnelles, qu'on est capable de retrouver ce que Bayes et ce que les bayésiens appellent la loi a posteriori. Donc la loi a priori, j'imagine, on l'a expliqué, que tout le monde a compris ce que c'était, c'est qu'est-ce qui se cache sous ce que j'observe avec mes erreurs de mesure. Donc c'est quelle est la réalité, en fait, cette loi a priori. Mes erreurs de mesure, elles viennent flouter cette réalité quand je veux y accéder, c'est-à-dire je veux la mesurer. Mes erreurs de mesure viennent la flouter. Et en fait, le théorème de Bayes permet simplement de dire que quand je mesure 10,15, par exemple, sachant l'a priori, donc sachant ce que je m'attendais à trouver, compte tenu de l'expérience antérieure, des expériences antérieures, et sachant mon incertitude de mesure, c'est-à-dire les erreurs de mesure qui peuvent se produire quand j'ai fait cette mesure de 10,15, alors, il est plus probable que ma valeur vraie soit 10,12. C'est ça qu'on appelle le mu a posteriori. C'est-à-dire, c'est le mode de la loi a posteriori, loi construite à partir des informations dont on dispose, c'est-à-dire la connaissance a priori de ce qu'on aurait dû trouver, et non pas de ce qu'on aimerait trouver, de ce qu'on aurait dû trouver, et la loi de probabilité des erreurs de mesure. C'est en conjuguant ces deux informations qu'on est capable de transformer la valeur mesurée 10-15 brute en une valeur plus pertinente, plus proche de la réalité très probablement, par exemple 10,15, en disant j'ai mesuré 10,15, je me répète, mais sachant tout ce que je sais, donc l'a priori et l'incertitude de mesure, alors la vérité est très probablement ou plus probablement autour de 10,12. Et la notion de plus probablement se détermine par le UA qui est écrit dans la deuxième ligne, la petite formule qui, elle, va nous donner, grâce là encore au théorème de Bayes, la dispersion de la loi a posteriori, c'est-à-dire la dispersion des valeurs vraies possibles, sachant l'ensemble des informations, à savoir la valeur a priori, la loi a priori et la nouvelle valeur, la valeur mesurée, pardon, et l'incertitude de mesure qui entache, qui décrit les erreurs qui peuvent entacher cette nouvelle valeur mesurée. Donc c'est grâce à Bayes, ça marche très bien dans le cas gaussien, c'est un peu plus compliqué dans les cas non gaussiens, mais on a des approches empiriques pour faire ça. On pourra en reparler à tous ceux qui veulent creuser un peu les mondes non gaussiens. Dans le monde gaussien, c'est très simple, vous voyez, ça tient dans deux petites équations. On transforme une valeur mesurée notée état M dans la formule, en considérant le biais de mesure noté biais de l'incertitude de mesure, et sachant mu0, donc la moyenne, l'espérance mathématique de la loi a priori, et U0, qui est la dispersion de la loi a priori, eh ben, on fait un petit calcul tout simple avec un petit terme θ qui n'a rien de compliqué, et on est capable de transformer une valeur mesurée en une valeur plus probable, sachant tout ce qu'on sait. Voilà, pour la notion de risque spécifique, comment on peut déterminer le risque spécifique à partir de toutes ces informations. Je vais essayer de faire un petit peu le même travail avec le risque global. Est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'on a réussi à trouver quelque chose avec le risque global? Alors, c'est un petit peu plus complexe, mais il y a des solutions qui vont très bien.
Donc, l'idée du risque global, c'est l'idée suivante. Donc, j'ai mon a priori, donc mon réel qui est décidé ici, et je voudrais savoir, par exemple, mon risque global, mon risque fournisseur, mon risque client global. C'est-à-dire quand ma valeur vraie, elle est non conforme, donc elle est quelque part là-dedans, quelle est la probabilité de la voir conforme et de me tromper? Donc pour ça, j'ai défini le petit schéma. Pour une valeur vraie ici, je suis capable, étant donné mon incertitude de mesure, je suis capable de définir le risque client pour cette valeur vraie donnée. Le problème, c'est que au niveau global, moi, ce que j'ai envie, c'est de définir le risque client, mais pas uniquement pour cette valeur vraie. J'ai envie de le définir pour toutes mes valeurs vraies qui seraient non conformes. Alors, comment je fais ça? Toutes les valeurs vraies qui sont non conformes, je suis capable de dire combien j'en ai. C'est ma queue de gaussienne ici. Et j'ai des équations qui me permettent, des équations gaussiennes qui me permettent de définir quelle est la probabilité que j'ai d'avoir une valeur non conforme, donc quelque part ici. Et pour une valeur non conforme donnée, faut que je trace mon incertitude de mesure et puis que je calcule la probabilité, la surface que j'ai ici, d'être vu dans les tolérances, d'être vu conforme. Là encore, j'ai des équations de probabilité avec des lois normales. Et donc, pour chacune de mes valeurs vraies, je vais aller calculer la surface qui est là. Alors, mathématiquement, ce que ça me donne, ça va me donner le risque client et c'est des produits on va dire, d'intégrales, c'est des intégrales doubles. C'est pas facile à calculer. Heureusement, on peut s'en sortir avec de la simulation Monte-Carlo de manière plus simple et plus compréhensible. Jean-Michel, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire que toutes les formules compliquées. Alors, avant l'expression de risque global, mais les probabilités que tu calcules dans un premier temps, pour rassurer tout le monde, c'est des choses qui sont très faciles sur Excel. Les fonctions existent sur Excel, c'est absolument rien du tout à calculer. Enfin, ça fait peur comme ça dans l'expression mathématique pour ceux qui n'ont pas d'appétence particulière pour ces formulations, mais avec Excel, on a des outils de calcul parfaitement conviviaux, enfin, en tout cas, faciles à utiliser. Il suffit juste de comprendre comment marche la fonction loi normale et loi normale inverse, et c'est ce genre de calcul qu'on peut faire vraiment très facilement. Voilà, je voulais juste dire ça sur la partie analytique. On a aujourd'hui des outils de calcul dont on dispose tous sur nos PC qui permettent de faire ces calculs très simplement en mettant 3 paramètres dans une fonction. Et la 98-4, on va dire son défaut et sa qualité, c'est qu'elle essaye de justifier tout ça. Et pour le justifier, on ne peut pas le faire par de la simulation, on le justifie par des équations analytiques. Et donc, il faut être capable de pouvoir lire ces équations et plus les transformer dans notre domaine d'utilisation. Et c'est vrai que la simulation Monte-Carlo nous permet plus simplement de répondre à cette problématique plutôt que de passer par les équations analytiques. Alors, comment ça marche? C'est relativement simple, si j'ose dire. Il faut revenir finalement à la définition de notre problématique. Notre problématique, c'est j'ai une population, j'ai ma production, ma population de valeurs vraies. Par simulation Monte-Carlo, je vais être capable de simuler des résultats de production possibles. Donc, je vais tirer de manière aléatoire dans mon a priori, dans mes valeurs vraies, une valeur possible produite. Et pour cette valeur possible produite, je vais tirer de manière aléatoire, je vais simuler un résultat de mesure sur cette valeur vraie. Et donc, je vais avoir mon couple valeur vraie, valeur mesurée que je vais avoir tiré aléatoirement. Et ça, je ne vais pas le faire une fois, je vais le faire un grand nombre de fois. C'est-à-dire que je vais avoir ma population vraie et je vais avoir ma population observée et j'aurai l'association de ces couples-là. Et ce que je vais faire dans l'exploitation de ma simulation, une fois que j'ai fait ça 10 000 fois, je vais aller regarder quand est-ce que je me trompe, combien de fois je me trompe, c'est-à-dire pour mon risque client, étant donné que j'ai mes valeurs vraies et les résultats de mesure, dans ma simulation, je vais regarder le nombre de fois où j'ai l'apparition d'un risque client, c'est-à-dire le nombre de fois où j'ai une pièce qui est non conforme, mais dans ma mesure, à cause de ma mesure, je l'ai vu conforme. Et je vais compter ça. Et ce que j'ai compté là, je vais le remettre par rapport au nombre de simulations que j'ai au total.
Et donc ça va me définir, c'est la définition du risque client, ça va me définir quel est mon risque client sur ma production. Voilà, donc par simulation, sans passer par ces équations qui peuvent être un petit peu impressionnantes, je vais être capable de recalculer mon risque client. De la même manière, je vais être capable de recalculer mon risque fournisseur, mais cette fois-ci en regardant, je regarde les risques fournisseurs, je regarde les équipements qui sont conformes, mais que j'ai mesurés non conformes. J'aurais pu les donner aux clients, mais je les ai mesurés non conformes, je les ai écartés. Voilà, je regarde les cas de figure qui sont risques fournisseurs et je les ramène au nombre de simulations et ça va me donner ma probabilité que j'ai de me tromper selon un risque fournisseur. Donc, voilà comment ces équations un petit peu barbares, on peut relativement simplement les représenter en simulation, les redéfinir en simulation Monte Carlo. Quelque chose à ajouter, Jean-Michel, par rapport à ça? Oui et non. Enfin, en tout cas, avec un outil comme Excel, ça se fait exactement en 2 minutes. Voilà. Enfin, il n'y a aucune difficulté. Simuler une valeur vraie de production quand on connaît gaussienne, hein, quand c'est pas gaussien. Enfin, restons dans le cas gaussien, on est dans le cas gaussien. Simuler une valeur vraie possible de la production sur Excel, ça prend une seconde. Il y a une formule, enfin, il y a une fonction qui s'appelle loi normale inverse qui fait ça très bien. Simuler une erreur de mesure qui se produit quand on connaît l'incertitude de mesure, c'est exactement la même fonction qui fait la même chose. Et quand on fait de la simulation, on a la chance de pouvoir connaître la valeur vraie qu'on a tirée et l'erreur de mesure qu'on a tirée pour de vrai, ce qu'on ne connaît pas dans la vraie vie. Cette valeur vraie, on sait si elle est conforme ou pas conforme, puisqu'on la connaît. Et la valeur mesurée, c'est-à-dire la valeur vraie plus l'erreur de mesure, on sait si elle est conforme ou pas, si on la voit conforme ou pas conforme. Donc on peut, avec des si sur Excel, très facilement voir quand est-ce qu'on voit conforme une entité conforme. Donc là, il n'y a pas de problème. Quand est-ce qu'on voit non conforme une entité non conforme? Là, il n'y a pas de problème. Quand est-ce qu'on voit conforme une entité non conforme? Et quand est-ce qu'on voit non conforme une entité conforme? Ça prend exactement 6 colonnes sur Excel. Et après, on compte le nombre de fois où on s'est trompé dans le cadre du risque client et le nombre de fois où on s'est trompé dans le cadre du risque fournisseur et on a résolu les doubles intégrales de la slide précédente. Donc, on comprend effectivement pédagogiquement ce qui se passe. J'ai fabriqué une entité, je connais la loi a priori, donc je tire au hasard une valeur produite réellement par mon procédé. Je sais que je produis des erreurs de mesure quand je fais une mesure, je tire au hasard une erreur de mesure. Et là, je suis sur une ligne, je suis confronté à ma réalité. Des fois, j'ai raison, des fois, j'ai tort. Des fois, j'ai raison, des fois, j'ai tort au bénéfice du client et des fois, j'ai tort au tort du fournisseur. Voilà, enfin, au tort du client ou au tort du fournisseur. Donc, c'est très, très simple, très pédagogique. Et je pense que c'est le gros apport du FDX 07039 que de permettre de visualiser, de concrétiser, en fait, ces calculs du guide 98-4 qui prennent tous la forme de double intégrale et qui sont assez indigestes. Donc voilà ce que nous permet de faire, et c'est réalisable, la 98-4, définir les risques spécifiques, on a vu le calcul, et les risques globaux, moyennant les informations dont on a besoin, l'a priori, et l'incertitude de mesure. Et pour terminer, je voudrais voir un dernier point qu'a un petit peu abordé Jean-Michel, c'est que au-delà du risque, la 98-4 nous permet d'améliorer la connaissance qu'on peut avoir sur un résultat de mesure. Voilà. Donc, on a dit que la valeur vraie, c'est ce qu'on cherche. Quand j'ai un résultat de mesure, c'est la valeur vraie moins plus l'erreur de mesure. Voilà, c'est la combinaison des deux. Quand j'ai un résultat de mesure, potentiellement, j'ai plusieurs valeurs vraies derrière. Quelle est la valeur vraie la plus probable que je peux avoir derrière un résultat de mesure? C'est ça que nous permet aussi d'avoir la 98-4 et je vais un petit peu essayer de vous expliquer la démarche pour obtenir ça grâce à un petit logiciel de mathématiques GeoGebra que vous pouvez télécharger gratuitement et qui permet de faire un petit peu de l'animation et de comprendre les choses. Donc, je vais essayer un petit peu de vous représenter la problématique. Donc, la problématique, c'est j'ai une population, ça c'est mon a priori, j'ai voilà, mon a priori. Sur cette production, sur cette population,
j'effectue une mesure. Voilà, j'ai un résultat de mesure 31,2. Ce résultat de mesure, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la mesure, c'est la valeur vraie. Donc, j'aimerais savoir quelle valeur vraie se cache derrière ce résultat de mesure. Étant donné l'équation, une mesure, c'est une valeur vraie plus une erreur de mesure, malheureusement, derrière ce résultat de mesure 31,2, potentiellement, j'ai plusieurs valeurs vraies associées à plusieurs erreurs possibles. Là, j'ai une valeur vraie qui pourrait être associée à cette erreur de mesure. Et toutes mes valeurs vraies qui sont là peuvent être associées à ce résultat de mesure. Alors, sauf qu'il y a un petit bémol, ce résultat de mesure, ou cette valeur vraie, quand je la mesure, j'ai une certaine incertitude de mesure. C'est-à-dire que, connaissant ma valeur vraie, je centre mon incertitude autour de la valeur vraie. Et donc, pour cette valeur vraie donnée, je connais la probabilité que j'ai d'obtenir ce résultat de mesure. Et donc, si je connais la probabilité d'avoir cette valeur vraie, et pour cette valeur vraie, la probabilité d'avoir ce résultat de mesure, en faisant le produit, je suis capable de définir la probabilité pour que, étant donné ce résultat de mesure et cet a priori, la probabilité pour que ma valeur vraie, elle soit là. Et ça, je peux le faire pour toutes mes valeurs vraies possibles. Par exemple, ici, j'ai une forte probabilité, étant donné mon a priori, d'avoir cette valeur vraie. Par contre, si j'ai cette valeur vraie, obtenir ce résultat de mesure, 31,2, ma probabilité, elle est relativement faible. Donc, la probabilité pour que ma valeur vraie, elle soit ici, c'est le produit de la probabilité qu'elle soit réellement ici, multiplié par la probabilité de la mesurer ici. Donc, on voit que avoir, comme pour ce résultat de mesure, avoir cette valeur vraie-là, c'est peu probable. Et puis, si on continue vers la gauche, oui, on peut avoir cette valeur vraie-là, mais si c'est cette valeur vraie-là, obtenir ce résultat de mesure, c'est hautement improbable. J'ai aucune chance que ma valeur vraie elle soit là. Et ça, je vais le faire un petit peu des deux côtés. Et finalement, là, ce qu'on a réussi à construire, c'est pas de savoir où est la valeur vraie, parce que ça, on ne peut pas le savoir, mais c'est de définir une loi de probabilité dans laquelle se situe ma valeur vraie. Et donc, mon résultat, finalement, ça n'est plus 31,2, mais le résultat qui va m'intéresser, c'est la valeur vraie que je cherche. Et quitte à choisir une valeur vraie cachée derrière ce résultat de mesure, je ne vais pas prendre mon résultat de mesure, je vais prendre la valeur vraie la plus probable, je vais prendre le maximum de ma loi définie en pointillé. Ça, c'est un aspect que peut proposer indirectement la 98-4. Elle en parle et quelque part, c'est un raffinage de nos résultats de mesure grâce à la connaissance de l'a priori et en utilisant les notions bayésiennes. On obtient quelque chose de meilleur que juste le résultat de mesure, on raffine ce résultat de mesure et on définit un résultat plus probable que juste le résultat de mesure. Jean-Michel, quelque chose à ajouter par rapport à ça sur l'utilisation et non, mais non, tu as très bien défendu le bébé. Évidemment. Plus j'ai d'informations disponibles et plus ma connaissance est fine, ce qui est logique. Enfin, ça me paraît être la logique des choses. C'est-à-dire, si je mesure, je crois que tu as mis 31,2, je ne sais plus quoi, si je mesure 31,2 sans autre information, c'est 31,2. Si je mesure 31,2 avec une information sur ce qu'il était probable d'obtenir en réalité, sachant la réalité et les erreurs de mesure, ce 31,2, je peux le transformer en une valeur plus probable parce que j'additionne de l'information. Je ne me dis pas c'est 31,2 parce que je ne connais que ça. Alors ça. Il y a des cas où quand on mesure, on ne connaît rien d'autre que la valeur mesurée. Mais si par exemple, votre thermomètre vous indique 35 degrés dans votre cuisine demain matin, vous allez vous dire non, c'est pas possible, je ne peux pas faire 35 degrés demain matin, à moins qu'il y ait un cataclysme, parce que vous avez une connaissance a priori de la température dans votre cuisine le matin quand vous vous levez, même en juillet. Donc voilà, c'est la conjugaison de toutes les informations. Donc
ce à quoi on était légitime à s'attendre, plus la mesure qu'on obtient de ce à quoi on était légitime à s'attendre, qui va permettre de raffiner la valeur mesurée pour lui donner plus de fiabilité, plus de poids, plus de pertinence dans le futur. Alors, tous ces calculs-là paraissent compliqués, mais j'invite tous ceux qui utilisent Waze, par exemple, à se poser la question de la complexité des calculs de Waze quand ils leur donnent un itinéraire. Grâce à l'IoT et grâce à nos capacités de calcul, on est parfaitement capable de faire ça en quasi automatique. Et on peut imaginer demain des instruments de mesure qui le feront tranquillement. C'est-à-dire, ils verront 31,2, mais ils ne vous le diront pas. Et ils diront, sachant que tout ce qu'on sait, c'est plutôt 31,7. Voilà. C'est parfaitement possible, tout comme Waze est capable de définir un itinéraire en temps réel sur la route. Il n'y a aucune difficulté, ni mathématique, ni technologique à le faire. Il y a juste une volonté de comprendre et une volonté de le mettre en œuvre. Donc ça, c'est la première chose. Nous, Delta Mu, on travaille sur cette question-là. Et là encore, on aura des choses à raconter dans les mois qui viennent sur cette question. Et pourquoi elle est importante maintenant? J'aimerais souligner juste un petit truc. Pour ceux qui sont au courant, la révision de l'ISO 9001, donc dans toutes les normes, il y a une enquête sur la nécessité de réviser ou non une norme tous les 5 ans, une révision quinquennale. Et donc là, curieusement, cette fois-ci, la communauté globale a voté pour le maintien de l'ISO 9001 en l'état. Moi, je trouve que c'est un signe qui prouve que ça intéresse de moins en moins de monde, parce que c'est impossible d'imaginer que des gens qui pensent les systèmes qualité dans les entreprises n'ont pas vu arriver le tournant de l'industrie 4.0. Et donc, l'ISO 9001 méritait, à mon sens, une revisite du fait de ces nouvelles technologies qui arrivent. Dans les nouvelles technologies qui arrivent, on en a une qui est primordiale, qui est ce qu'on appelle la digitalisation. C'est un mot un peu buzzword, mais voilà. Et plus particulièrement dans le champ de la digitalisation, une technologie principale, me semble-t-il, qui est l'intelligence artificielle ou intelligence augmentée. On pourrait en débattre, c'est pas le sujet tout de suite. Mais le fait est qu'il se passe des choses. Et dans cette intelligence artificielle, c'est-à-dire la capacité nouvelle d'exploiter des données pour essayer d'extraire de la valeur. D'ailleurs, on dit que les données, c'est l'or noir c'est l'or noir de l'industrie 4.0. Dans cette nouvelle façon d'appréhender les informations disponibles dans les entreprises, le rôle de la métrologie va changer. Et va changer pourquoi? Parce que l'or noir, c'est-à-dire le pétrole, personne ne met du pétrole dans son carburant, dans son réservoir de voiture. On met du pétrole raffiné, ça s'appelle de l'essence ou du diesel, mais on ne prend pas le pétrole brut dans son réservoir. Et ben c'est de la même façon, le métrologue va être invité à réfléchir à transformer le pétrole brut, c'est-à-dire les données de mesure, en une donnée raffinée, donc de l'essence ou du diesel, pour faire tourner le moteur, c'est-à-dire les algorithmes de l'intelligence artificielle. Et c'est ce rôle-là, je pense, c'est très personnel, mais je vous livre mon point de vue. Je pense que le métrologue demain va être amené justement à participer à cette opération, c'est son rôle, plutôt que de suivre des plannings arbitraires avec des gommettes vertes sur des instruments de mesure. Son rôle, ça va être capable de transformer du pétrole brut, une valeur mesurée, en carburant exploitable, donc une donnée exploitable par les algorithmes d'intelligence artificielle. Et ce raffinage, cette transformation, elle passe par le théorème de Bayes notamment, et par ce que Christophe vient de nous montrer et nous démontrer avec ses petites figures et son animation sympa sur GeoGebra. Voilà, donc je pense que l'horizon est clair. Le chemin pour y arriver est compliqué. Je ne vais pas faire une raffarinade. La route est droite, mais la pente est raide. À l'époque du Tour de France et des étapes dans les Alpes, ça pourrait être rigolo. En tout cas, il y a une revisite du métier du métrologue qui va s'engager forcément avec l'utilisation des algorithmes d'IA dans la gestion des procédés de production. Et nous, métrologues, parce que j'imagine que nous sommes nombreux à être métrologues autour de cette conférence, notre rôle, c'est d'être capable, d'être en mesure de raffiner la donnée brute en une donnée plus pertinente pour les algorithmes d'IA. Et vous avez vu à quel point ce raffinage, d'abord, il est dans la norme 98-4, il repose sur notre compétence, c'est-à-dire qu'il faut être capable de déconvoluer, Christophe l'a dit, c'est-à-dire j'ai des observés et sachant l'incertitude de mesure, quelle est l'a priori, et une fois que j'ai l'a priori et l'incertitude de mesure, je vais être capable de raffiner chaque valeur mesurée. Ce n'est pas une correction, c'est pas une correction de biais, c'est pas de se dire je sais que j'ai un biais de 0,1 donc je corrige de 0,1, c'est je sais que
L'ensemble des valeurs vraies possibles, c'est celle-ci. L'ensemble des erreurs de mesure possibles, c'est celui-ci. Pardon, l'ensemble des valeurs vraies, c'est celui-ci. L'ensemble des erreurs de mesure, c'est celui-ci. Et sachant cette nouvelle mesure et l'ensemble des valeurs vraies possibles et des erreurs de mesure, alors je raffine ma valeur mesurée pour qu'elle ait plus de sens et plus de pertinence par rapport à la réalité. Je prends le pari que c'est l'avenir de notre métier. Et en tout cas, nous, Deltamu, on va sur cette voie et on vous accompagnera, en tout cas tous ceux qui prennent conscience, aujourd'hui ou demain, que c'est le véritable métier du métrologue, plutôt que de satisfaire à l'exigence d'un auditeur qui ne connaît pas la métrologie. Ben voilà ce qu'on voulait vous… Oui. J'ai tout dit. Voilà ce qu'on voulait vous présenter. Donc, je vais laisser un petit peu la parole maintenant pour terminer à Dimitri. Ok, bah merci à tous pour votre participation. Hein. On a dépassé un petit peu comme d'habitude. Et on vous donne rendez-vous à la rentrée pour le webinaire 17. Ça sera le prochain. On vous tiendra au courant à la fin des congés. Nous aussi, on va prendre des vacances. Ouais. Et comme d'habitude, vous pouvez nous envoyer vos questions. Je crois que c'est le slide suivant où il y a l'adresse métrologie@deltamu.com et mes collègues sont là pour y répondre. Merci Jean-Michel, merci Christophe. Et puis je coupe alors si tout le monde est OK. Merci. Merci bien de votre attention. Rendez-vous en septembre. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.